À la fin de 1942, les troupes de la Grande-Bretagne et des États-Unis initièrent des opérations militaires en Afrique du Nord, avec des débarquements sur les côtes du Maroc et de l'Algérie. Les forces de l'Axe tentèrent de répondre avec des renforts envoyés depuis l'Europe, mais le terrain, le contrôle aérien allié et les limitations logistiques compliquèrent leur position. Au début de 1943, les affrontements se déplacèrent vers l'intérieur de la Tunisie. Les offensives alliées avançaient depuis différentes directions, refermant progressivement l'encerclement. La résistance allemande s'affaiblissait tandis que les divisions étaient séparées ou sans contact avec leur commandement. En mai, les principales unités de l'Axe furent encerclées et obligées de rendre leurs armes. Un nombre considérable de soldats allemands fut retenu en différents points du territoire sous contrôle britannique et états-unien. Beaucoup ignoraient leur destination. Ils avaient combattu pendant des mois dans des conditions exigeantes et se retrouvaient maintenant sous garde, en attente d'ordre. Ce qui allait arriver ensuite était en dehors de leurs calculs. Que fut ce qu'ils découvrirent aux États-Unis qui laissa des milliers de soldats allemands complètement déconcertés? Encerclement en Tunisie, le jour où les soldats du Reich remirent leurs armes. Durant les premiers mois de 1943, les forces de l'Axe stationnées en Afrique du Nord faisaient face à un changement soudain dans l'équilibre du conflit. Ce qui ressemblait à une campagne prolongée se transforma en une retraite désespérée. Dans les zones arides proches de Tunis, des dizaines de milliers de soldats allemands, épuisés et désorganisés, se retrouvèrent encerclés par les forces britanniques et états-uniennes. En à peine quelques jours, les lignes se défirent, l'artillerie cessa et de nombreux officiers perdirent le contact avec leurs supérieurs. La résistance devint symbolique. Alors que les combats cessaient, les redditions massives commencèrent. Des unités complètes, certaines encore en formation, émergeaient de positions improvisées, les bras levés. Certains marchaient d'un pas ferme, d'autres le faisaient tête baissée, mais tous savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. En plusieurs points du front, des officiers allemands remettaient leurs pistolets réglementaires à des commandants ennemis. C'était la fin d'une étape et le commencement d'une autre, complètement incertaine. Les premiers à se rendre furent des groupes qui étaient pris au piège depuis des semaines sans ravitaillement. Les réserves d'eau et de nourriture s'étaient épuisées et les tentatives de ravitaillement aérien avaient échoué. Ceux qui résistèrent plus longtemps montraient des signes évidents d'épuisement. Beaucoup étaient couverts de poussière, certains blessés, d'autres déshydratés. Malgré tout, la majorité conservait une certaine raideur dans la posture. Ils portaient encore leurs uniformes, bien que sales et usés. Certains arboraient toujours des insignes, d'autres les avaient arrachés avant de se rendre. Dans les postes alliés, le mouvement était constant. Des camions arrivaient et repartaient, transportant les nouveaux capturés vers des lieux plus sûrs. Dans les premières heures suivant la reddition, il leur était ordonné de s'asseoir en rangée pendant que des soldats états-uniens prenaient des notes, vérifiaient des documents et comptaient les effets personnels de base qu'ils portaient. Tous ne parlèrent pas anglais, et tous les interrogateurs ne parlèrent pas allemand, de sorte que les gestes et les ordres simples devinrent la norme. Lever les mains, vider les poches, montrer les bottes, des ordres simples mais répétés sans relâche. Beaucoup des prisonniers craignaient le pire. Des récits confus circulaient parmi eux concernant des exécutions immédiates ou des châtiments inhumains basés sur ce qu'ils savaient, ou croyaient les savoir, des autres fronts. En l'absence d'informations concrètes, l'anxiété grandissait. Personne ne leur disait un mot sur leur situation. Les ordres étaient laconiques, les gestes secs, et le temps avançait entre de brèves révisions et des moments d'attente qui semblaient ne jamais finir. Dans ce vide, la peur prenait sa propre forme. Pendant ces premières heures de captivité, les soldats commençaient à parler entre eux. Certains essayaient de calmer les plus jeunes, d'autres partageaient des théories sur ce qui pourrait arriver. Un disait qu'il serait envoyé en Angleterre, un autre assurait qu'il finirait dans le désert comme main-d'œuvre. Personne n'avait d'informations concrètes. Dans les groupes, des doutes surgissaient quant à savoir si leur famille saurait ce qui s'était passé, s'ils seraient enregistrés par la Croix-Rouge, ou si un supérieur continuerait à donner des ordres. La chaîne de commandement était brisée, et avec elle, le sentiment d'appartenance. Certains prisonniers maintenaient la posture militaire.
Ils se plaçaient en file en entendant un ordre ou se mettaient au garde-à-vous devant des figures de grade. D'autres ne montraient plus d'intérêt pour le protocole. Ils s'asseyaient sur le sol, posaient la tête sur leur sac à dos et fermèrent les yeux. Sur leurs visages se mêlaient la résignation et l'incertitude. Ils ne venaient pas tous du même type d'unité. Il y avait des membres de la Luftwaffe, de la Wehrmacht, même quelques-uns d'unités médicales ou logistiques. Mais à ce moment-là, tous n'étaient que des captifs. Les soldats alliés, de leur côté, montraient différentes attitudes. Certains se limitaient à exécuter les ordres, d'autres observaient avec curiosité les nouveaux arrivants. C'était la première fois que beaucoup d'entre eux voyaient un Allemand d'aussi près sans être sous le feu. Certains parlaient entre eux tout en organisant les files. Ils commentaient l'état physique des prisonniers, le nombre croissant de capturés ou les histoires qui s'entendaient. La surprise était mutuelle. En plus d'une occasion, les prisonniers observaient l'équipement allié avec attention. Les bottes, les montres, les ceintures ou les armes leur semblaient différents. Certains chuchotaient que ces détails démontraient la capacité industrielle de l'ennemi. D'autres essayaient de cacher leur intérêt pour éviter de paraître vulnérables. Même ainsi, chaque détail nouveau leur rappelait qu'ils étaient entre les mains d'une puissance différente. Au fur et à mesure que les heures passaient, les rumeurs grandissaient. Personne ne savait avec certitude ce qui se passerait le jour suivant. Certains craignaient d'être séparés de leurs compagnons selon le grade ou la fonction qu'ils avaient eue. D'autres préféraient penser que tout finirait bientôt et qu'il s'agissait d'une attente brève. L'incertitude s'installa dans la routine et les conversations devinrent plus fréquentes, bien que beaucoup optassent pour le silence et l'observation discrète. Un détail qui surprenait plusieurs des nouvellement capturés était le traitement. Bien qu'il y eût de la tension, aucun abus systématique n'était rapporté. Les soldats alliés se limitaient à donner des ordres clairs et à maintenir l'ordre. Certains prisonniers s'attendaient à des cris, des coups ou des humiliations, mais ces incidents étaient minimes. Ce calme inattendu alimentait encore plus le désarroi. Certains croyaient que cela faisait partie d'une stratégie pour les désorienter. D'autres commençaient à se relâcher. À certains moments, les officiers allemands tentaient de communiquer avec leurs geôliers. Ils demandaient le destin de leurs hommes ou sollicitaient des soins médicaux pour les blessés. Les réponses étaient brèves et formelles. Personne ne donnait de longues explications. Des directions étaient indiquées, des gestes étaient faits avec la main ou des phrases en anglais étaient répétées sans traduction. Cette barrière linguistique alimentait le silence. Pendant les nuits, les groupes étaient transférés d'un point à un autre à l'intérieur du même périmètre. Il ne leur était pas permis de se déplacer librement. Les vigilants marchaient avec des lanternes, révisaient les fils et faisaient des comptages. Pendant ces heures, les prisonniers parlaient à voix basse. Certains tentaient de dormir sur le sol, d'autres attendaient simplement. Le temps passait lentement. Le corps se reposait, mais l'esprit restait actif. Parmi les prisonniers, il y avait une diversité d'âge. Certains dépassaient à peine les 20 ans, d'autres montraient déjà des cheveux blancs. Dans ces moments initiaux, les différences se diluaient. Tous attendaient la même chose, savoir ce qui viendrait après. La guerre, qui avait été bruit et feu, s'était transformée en attente et en silence. L'aube amenait du mouvement, de nouveaux ordres, de nouvelles files, de nouvelles révisions. Certains recevaient du pain ou de l'eau, tandis que d'autres étaient séparés pour des raisons médicales. La séquence d'instructions marquait le rythme du jour, sans que personne n'en expliquât le but. Dans cet environnement, les fonctions militaires perdaient de leur pertinence. Ils n'opéraient plus comme des soldats, ni comme des membres d'une structure hiérarchique. Ils étaient des individus sans commandement, sous garde, accomplissant des tâches assignées sans connaître leur finalité. L'étape initiée ne correspondait à aucun schéma connu. Enfermés en mer, la traversée incertaine des prisonniers allemands. Une fois séparés du front et concentrés au point d'embarquement sous stricte surveillance, les prisonniers allemands entamèrent un voyage qu'ils n'anticipaient pas clairement. Ils furent conduits en groupe vers des ports du nord africain où attendaient les navires assignés à leur transfert. Dans les conversations se parlait de destinations diverses. Certains pensaient à l'Angleterre, d'autres mentionnaient le Canada ou même un retour forcé en Allemagne. Rien n'était confirmé, et le manque d'explications concrètes laissait les conjectures circuler librement parmi les détenus.
Les navires employés pour la traversée de l'océan étaient des navires marchands modifiés, sans commodité ni préparation spéciale. Certains disposaient de couchettes improvisées dans des cales qui auparavant avaient été utilisées pour de la cargaison. D'autres avaient des sections délimitées par des barrières métalliques, sans ventilation adéquate ni éclairage constant. Les premiers jours à bord se déroulèrent au milieu d'une tension palpable. Non seulement à cause de la confusion, mais aussi à cause de la sensation constante d'enfermement et de l'incertitude concernant l'itinéraire. La surveillance sur le pont était permanente, et tout mouvement non autorisé provoquait des réactions immédiates de la part des soldats états-uniens chargés de la sécurité du convoi. Durant la traversée, les convois étaient accompagnés d'escortes navales. Des frégates et des destroyers entourèrent la formation selon des schémas changeants pour éviter les attaques ennemies. La peur des sous-marins allemands était constante, et tant les prisonniers que les gardiens étaient conscients du risque. Dans plusieurs trajets, les alarmes pour des observations de périscope ou des signaux de torpille interrompaient la routine à bord, obligeant l'équipage à modifier le cap ou à ajuster la vitesse. Les Allemands, enfermés dans des compartiments clos, recevaient rarement des informations sur ces événements, bien que le bourdonnement des hélices lors de manœuvres brusques ou les changements d'inclinaison de la coque laissaient entendre clairement que quelque chose se passait à l'extérieur. Les conditions à l'intérieur des bateaux étaient basiques, le surpeuplement était commun. Beaucoup dormaient sur de minces matelas disposés à même le sol ou sur des filets métalliques accrochés entre des poutres. La ventilation limitée produisait une ambiance chargée, spécialement dans les zones les plus profondes de la coque. Les rations alimentaires étaient régulières mais peu variées. Du pain sec, des conserves froides et un quelconque liquide chaud constituaient le menu le plus fréquent. Certains prisonniers commentaient entre eux qu'au moins ils recevaient plus de nourriture que durant les derniers jours sur le front africain, bien que personne ne le disait à voix haute. L'eau potable était rationnée, et l'hygiène se réduisait à de brèves opportunités pour se laver avec des seaux ou dans des zones communes. Les contacts avec les soldats nord-américains à bord furent initiaux et brefs, mais laissèrent des impressions claires dans les deux groupes. Les gardes, avec des uniformes distincts et des manières décontractées, attiraient l'attention par des détails inattendus. Plusieurs prisonniers furent surpris de voir des Afro-Américains parmi les effectifs d'escorte, chose peu habituelle dans leur expérience préalable. Les gestes informels des gardiens étaient également curieux, leur manière de parler entre eux et leur façon d'organiser les tâches de surveillance, très différentes de la rigidité à laquelle ils étaient accoutumés dans leurs propres unités. Malgré le silence général et la surveillance constante, il était permis que de petits groupes accèdent au pont à des horaires définis. Ces brèves sorties servaient de seul répit face à l'enfermement prolongé dans les cales fermées. Pour beaucoup, ces minutes à l'air libre représentaient la seule connexion visuelle avec l'extérieur durant toute la traversée. La durée du voyage variait selon le point de départ, les conditions de la mer et la route choisie pour esquiver de possibles menaces. Bien que la majorité des trajets duraient autour de 2 semaines, il y eut des bateaux qui restèrent en haute mer durant plus de 20 jours. Les pauses ou déviations de sécurité altéraient les routines et confondaient encore plus les détenus. Sans montre ni référence claire, beaucoup perdaient le compte des jours, essayant de tenir des registres improvisés sur des bouts de papier ou en marquant discrètement les parois avec ce qu'ils avaient sous la main. Durant la traversée, les différences culturelles commencèrent à se remarquer plus clairement. Certains prisonniers observaient avec étonnement l'usage que les soldats nord-américains faisaient d'objets personnels comme des magazines illustrés, des cigarettes de marques inconnues ou des boissons qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Leur langage corporel de leurs gardiens, leur manière d'organiser les tours ou de distribuer les ordres leur paraissait également curieux. En plus d'une occasion, des échanges non planifiés se produisirent. Un geste aimable, une cigarette donnée à travers une grille, une parole partagée entre ceux qui comprenèrent les deux langues. Bien qu'ils n'étaient pas permis, ces petits moments marquèrent quelques souvenirs du trajet. La présence de soldats blessés sur certains navires attira également l'attention des Allemands. Dans certains bateaux, des compartiments médicaux avaient été aménagés où étaient transportés des Nord-Américains blessés sur le front africain. La proximité physique entre prisonniers et soldats convalescents provoquait des scènes de silence forcé. Les conversations et les regards prolongés n'étaient pas permis, mais les bruits, plaintes ou gémissements nocturnes des blessés rompaient la routine habituelle.
Cette coexistence involontaire mettait en évidence, sans mots, les conséquences du conflit selon différentes perspectives. Le protocole de sécurité exigeait des révisions constantes. Chaque compartiment où se trouvaient les prisonniers était inspecté plusieurs fois par jour. Les fouilles incluaient des vérifications visuelles, un compte individuel et la vérification d'objets non autorisés éventuels. Les Allemands, sans moyen de communiquer avec l'extérieur, se limitaient à attendre des indications. Le contact avec le reste du monde était réduit à l'horizon visible depuis un quelconque hublot ou au son qui arrivait du pont. Dans certains convois, des routines de base furent organisées pour maintenir l'ordre. Horaires de repos, brèves promenades dans des zones délimitées et même des espaces destinés aux prières collectives. Ces dernières étaient permises si elles étaient sollicitées et supervisées, bien qu'elles ne fussent pas mises en œuvre dans tous les bateaux. La musique, en revanche, était presque inexistante. En de rares occasions, des mélodies provenant de l'équipage états-unien étaient entendues, diffusées par des radios portables. Pour les prisonniers, ces sons leur étaient étrangers, fragments d'un environnement qu'ils n'arrivaient pas encore à comprendre. Le débarquement, premières impressions de l'Amérique. Après des semaines en haute mer, les prisonniers allemands aperçurent finalement le contour de la côte américaine. Pour beaucoup, ce moment marqua la première fois qu'ils voyaient le continent nord-américain, une image qui contrastait avec tout ce qu'ils connaissaient. Tandis que les navires s'approchaient de ports comme Norfolk, New York ou Newport News, les hommes observaient depuis les ponts les quais remplis de grues, d'entrepôts et de cargos en mouvement constant. Ces scènes portuaires, pleines de machinerie et de travailleurs, donnaient un premier aperçu de la taille et de l'activité économique du pays qui les accueillait sous surveillance. La majorité des nouveaux arrivants n'avaient pas eu de contact direct avec des villes de dimensions comparables. Les cités allemandes, dont beaucoup étaient déjà endommagées par les bombardements, n'offraient pas le même rythme ni l'apparence intacte que présentaient les villes états-uniennes. Dès le premier débarquement, beaucoup des captifs commencèrent à commenter entre eux la taille des bâtiments, la vitesse des véhicules qui passaient près du port et l'organisation des espaces industriels. Il n'y avait pas d'explication de la part des gardes. Cependant, le paysage parlait de lui-même. Une fois débarqués, les prisonniers étaient formés en groupes et conduits sous surveillance vers des trains qui étaient déjà préparés pour le transfert vers l'intérieur du pays. La logistique de cette opération montrait une coordination à grande échelle. Sans délai ni confusion apparente, chaque groupe était escorté par des soldats armés jusqu'aux wagons, qui les attendraient avec des portes coulissantes métalliques, des bancs latéraux et une ventilation restreinte. Malgré l'inconfort de l'espace, le transfert par chemin de fer laissait aux prisonniers une opportunité d'observer par les petites ouvertures des parties du pays qui leur étaient inconnues. Le trajet ferroviaire traversait des zones qui combinaient des paysages ruraux, des régions industrielles et des centres urbains de diverses tailles. À travers les vitres, les soldats détenus voyaient de vastes champs, des maisons de bois bien entretenues, des gares avec une signalisation claire et des villes avec des structures qui différaient en conception et en distribution par rapport à celles qu'ils connaissaient en Europe. Bien que les wagons ne s'arrêtassent pas à ces points, les noms en anglais écrits en grandes lettres étaient facilement visibles et donnaient une idée de l'étendue du pays. Durant les premières heures du trajet, le silence prédominait parmi les détenus. À mesure que passaient les kilomètres, certains commençaient à échanger de brèves observations, notamment sur la qualité du chemin de fer. Les voies semblaient solides, les rails bien entretenus et les locomotives fonctionnaient sans interruption. Le son constant du train qui avançait, uni au passage de ponts, de tunnels et de pentes, rythmait le voyage, tandis que les prisonniers tentaient d'identifier un quelconque motif dans ce qu'ils voyaient. L'image de l'intérieur du pays ne se limitait pas à une seule zone. Certains trains prenaient des routes vers le sud, d'autres vers l'ouest ou vers le Midwest. Par conséquent, les impressions variaient légèrement selon l'itinéraire. En général, les zones qu'ils traversaient présentaient une apparence ordonnée, sans signe visible de destruction ou de pauvreté extrême. Les champs semblaient bien cultivés, les routes en bon état et, à l'occasion, on pouvait voir des camions en mouvement, même des tracteurs opérant près de la voie ferrée. Malgré le contrôle strict qu'exerçaient les gardiens, beaucoup de prisonniers ne pouvaient s'empêcher d'observer attentivement le paysage urbain chaque fois que le train traversait des zones habitées. Certains bâtiments hauts,
Des gares bien éclairées et des rues animées laissaient entrevoir un niveau d'activité auquel ils ne s'attendaient pas. Bien qu'il n'y ait pas eu de contact avec la population, depuis certains balcons ou quais, des mains se levaient en signe de salut. Cette réaction distante mais pacifique déconcertait plusieurs des prisonniers, habitués à imaginer une réception marquée par le rejet ou l'humiliation. Le contraste avec les images qui leur avaient été transmises durant la guerre était évident. On s'attendait à un pays désorganisé, manquant de préparation, avec peu d'infrastructures. Cependant, ce qu'ils voyèrent depuis les wagons contredisait cette image. Les gares étaient propres, le personnel ferroviaire portait des uniformes complets, et lors des arrêts techniques, on observait des tâches réalisées avec efficacité. Bien que le contact direct fût minimal, l'environnement transmettait une impression de capacité opérationnelle élevée. Durant tout le trajet, les soldats américains chargés du transport maintenaient une attitude ferme, sans excès ni marque de cruauté. Ils se limitaient à réviser les compartiments, à compter les prisonniers et à contrôler qu'aucun incident ne se produisit. La barrière de la langue empêchait des échanges plus profonds, mais certains détenus commençaient à prendre note de certains gestes, tons de voix ou manières d'agir qui différaient de ce qu'ils avaient vécu dans leurs propres unités. Ce premier contact humain indirect avec la population militaire états-unienne semait un nouveau niveau de déconcertement. Le paysage naturel ne passait pas non plus inaperçu. Des collines couvertes d'arbres aux grandes plaines semées, tout semblait ample, soigné et exploité. Dans certains tronçons, le train longeait des rivières ou traversait des viaducs qui offraient des vues ouvertes sur le terrain. Cette amplitude, ajoutée au dynamisme visible à chaque point de passage, créait un portrait d'un pays qui, au moins depuis l'extérieur du wagon, ne montrait aucun signe visible de fatigue due à la guerre en cours. Le bruit constant du train, uni au changement de décor, contribuait à un état mental d'observation continue. Certains prisonniers tentèrent de calculer la distance parcourue selon le temps et la vitesse perçue, bien qu'ils fussent dépourvus de références claires. D'autres essayaient de se souvenir des noms des villages ou d'associer ce qu'ils voyaient avec ce qu'ils avaient entendu dans la propagande préalable. Dans cet effort pour comprendre ce dont ils étaient témoins, se développait un type d'attention qui n'était pas habituel dans leurs transferts antérieurs comme soldats. Quand les convois croisaient des zones ferroviaires avec un grand mouvement, les prisonniers observaient avec attention les trains qui passaient dans la direction contraire. Wagons de charge, unités militaires ou formations civiles suivaient leur cours de manière ininterrompue. Certains tentaient d'imaginer où ils se dirigeaient ou ce qu'ils transportaient. La scène, vue depuis les fenêtres, laissait une impression persistante de dynamisme. Cela suggérait un pays qui maintenait son activité en marche même en temps de guerre. La fin du trajet n'était pas annoncée avec anticipation. De manière soudaine, le train diminuait la vitesse, s'engageait sur une voie secondaire et s'arrêtait à un point où les prisonniers étaient appelés à descendre. À ce moment, sous la surveillance constante des escortes, se formaient à nouveau les groupes qui seraient transférés vers la destination suivante. Le paysage, bien que changeant, maintenait la même apparence ordonnée, sans signe visible d'improvisation. Pour ceux qui avaient été capturés dans des zones désertiques, traversé la mer et parcouru la moitié du continent dans des trains qui ne tombaient pas en panne, l'arrivée sur terre ferme aux États-Unis marquait un point clé. Ils ne savaient pas ce qui viendrait après, ni comment ils seraient traités. Cependant, ce qu'ils avaient déjà vu les avait obligés à ajuster beaucoup de leurs idées préalables sur le pays qui les tenait désormais sous contrôle. Et cette confrontation entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils virent durant le voyage marquait une différence qu'ils n'oublieraient pas facilement. Entre clôtures et routines, ainsi était la vie dans les camps de captivité. Après leur arrivée sur le sol états-unien, les prisonniers allemands furent distribués dans différentes régions du pays, logés dans des camps spécialement construits pour les maintenir sous surveillance, mais aussi pour assurer des conditions basiques d'organisation et de routine. Bien que la garde restât rigoureuse, les espaces n'évoquèrent pas de scènes de punition ni de surpeuplement extrême. Contrairement à d'autres guerres, où les capturés étaient enfermés dans des cellules improvisées, on avait érigé cette fois-ci des installations complètes et permanentes, avec des baraquements amples, des espaces délimités et des structures qui pouvaient abriter des centaines d'hommes de manière simultanée. Chaque enceinte était entourée de clôtures hautes avec plusieurs lignes de fils de fer, de tours de surveillance avec des soldats armés et de zones clairement restreintes. Malgré ce système périmétrique, l'intérieur montrait une distribution ordonnée.
Les zones communes étaient divisées entre dortoirs, zones administratives, ateliers, espaces récréatifs et salles de réunion. Les baraquements étaient des constructions simples, érigées rapidement, mais conçues pour résister à l'usage quotidien. Ils étaient équipés de lits alignés, généralement des lits superposés à 2 niveaux, où chaque prisonnier disposait d'une couverture, d'un matelas basique et d'espace pour placer ses effets personnels. Les conditions d'hygiène étaient rudimentaires, mais non totalement négligées. Il existait des installations séparées pour se laver, avec des douches d'eau froide ou tiède et des lavabos distribués par module. Le temps à l'intérieur du camp était régi par des horaires stricts. La journée commençait par le réveil au clairon, suivi des formations matinales où les détenus devaient se mettre en rang pour être comptés. La précision de ces décomptes était une priorité, car tout nombre incorrect activait un protocole immédiat de révision et d'isolement. Postérieurement, les prisonniers étaient libérés pour effectuer des tâches internes, des activités volontaires ou simplement rester dans leur zone désignée. Il y avait une programmation fixe pour les activités de nettoyage, de maintenance et d'organisation de l'environnement. Ceux qui montraient de la disposition ou de l'habileté pour des travaux techniques pouvaient être assignés à des tâches spécifiques comme la menuiserie, la réparation de mobilier ou l'élaboration d'articles mineurs. Bien qu'il ne s'agit pas d'emploi formel, il existait une structure interne qui facilitait une routine établie. Dans certains cas, les soldats allemands furent regroupés par unité de provenance ou même par ville natale, ce qui leur permettait de conserver un sens de familiarité. Cependant, cela ne s'appliquait pas dans tous les centres. Certains camps optaient pour réorganiser aléatoirement les prisonniers pour éviter que ne se forment des hiérarchies internes ou que ne se maintiennent des liens de loyauté trop solides. Les autorités militaires états-uniennes étaient attentives à éviter tout type de structure parallèle qui pourrait générer des tensions à l'intérieur du camp. Le comportement des surveillants était en général méthodique. Il s'agissait de soldats états-uniens assignés spécifiquement à la garde des prisonniers de guerre. Ces gardes étaient instruits selon des protocoles qui combinaient fermeté et respect des normes internationales. Il n'y avait pas de contact inutile, ni d'espace pour des dialogues personnels. Les ordres étaient transmis par signaux, affiches ou instructions formelles. Dans certains camps, les soldats les plus vétérans étaient chargés d'établir les normes internes avec l'autorisation des responsables militaires. Ainsi surgirent des codes de comportement parmi les prisonniers eux-mêmes, régulant des détails comme la propreté des zones communes, les tours de douche ou l'usage partagé de matériaux. À mesure que les semaines s'écoulaient, des activités apparurent pour occuper le temps libre. Le sport fut l'une des principales soupapes de décompression. Des terrains de football, des zones pour courir ou des terrains de volley-ball improvisés furent aménagés. Les prisonniers formaient des équipes, organisaient des rencontres par baraquement et maintenaient un calendrier informel de compétition. Ces activités aidaient non seulement à maintenir la forme physique, mais permettaient aussi de réduire les tensions et d'établir des routines de coexistence. En plus du sport, certains optèrent pour organiser des groupes de musique, des représentations théâtrales ou des lectures collectives. L'accès aux instruments était limité, mais on permettait parfois l'entrée de guitares, d'harmonicas ou de tambours rudimentaires. Une autre voie d'occupation fut l'éducation. Dans plusieurs camps, des classes improvisées de langue, de mathématiques ou d'histoire furent organisées. Certains prisonniers, avec une formation académique préalable, offraient des leçons à leurs compagnons. On utilisait des tableaux noirs en bois, des cahiers recyclés et des livres qui arrivaient par le biais d'associations humanitaires. Dans ce contexte, l'enseignement n'avait pas de fin idéologique, mais plutôt pratique, remplir le temps et maintenir les capacités mentales actives. Les communications avec l'extérieur étaient contrôlées par un système de correspondance autorisé. Chaque prisonnier pouvait écrire des lettres à sa famille en Allemagne, toujours dans des limites définies. Le contenu devait être concret, évitant les références militaires, les critiques politiques ou les informations sensibles. Ces lettres passaient par des filtres de censure, tant aux États-Unis qu'en Europe, et dans beaucoup de cas, elles tardaient des semaines ou même des mois à arriver. Malgré cela, elles étaient l'une des rares voies que les prisonniers avaient pour confirmer qu'ils étaient toujours en vie, connaître des nouvelles basiques de leurs proches ou envoyer de petits messages personnels. L'envoi de photographies était réglementé, mais dans certains cas, il était permis d'inclure de petits portraits en noir et blanc. Les réponses depuis l'Allemagne arrivaient également sous révision, avec des parties éliminées ou biffées lorsqu'elles ne respectaient pas les restrictions.
La distribution du courrier se réalisait de façon publique. Lorsqu'un colis ou une lettre arrivait à un campement, l'officier correspondant lisait à haute voix le nom du destinataire. Le prisonnier devait se présenter, signer un reçu et pouvait ensuite lire le message dans son espace. Certains partagèrent les nouvelles reçues avec les autres, surtout si elles apportaient des nouveautés générales sur la situation dans leur ville d'origine. D'autres préféraient garder le silence et conserver l'intimité de ce qui était écrit. Dans les deux cas, les lettres étaient un rappel tangible que le monde extérieur continuait d'exister. Chaque camp avait son propre règlement intérieur, mais il partageait des principes communs. Il était interdit de sortir de la zone clôturée, de cacher des objets non enregistrés ou d'agresser les surveillants. Les infractions étaient punies d'isolement temporaire, de perte de certains privilèges ou de transfert vers des camps avec des mesures plus sévères. Dans des situations ponctuelles, on utilisait des espaces de punition, consistant en des baraquements individuels avec surveillance constante. Ces mesures, bien que fermes, étaient présentées comme correctives et non comme des représailles. L'intention était de maintenir le contrôle sans générer de conflits inutiles. Le système d'organisation incluait également des comités internes. Certains groupes de prisonniers formèrent des représentations pour présenter des requêtes ou résoudre des différends mineurs. Ces comités n'avaient pas de pouvoir officiel, mais étaient tolérés comme outils d'autorégulation. C'est ainsi que se gérèrent des problèmes comme l'utilisation des douches, le nettoyage partagé ou l'accès aux matériaux. Dans des cas spécifiques, les leaders de ces groupes pouvaient envoyer des notes aux officiers responsables demandant des changements ou des permissions ponctuelles. Une partie significative de la routine quotidienne passait inaperçue de l'extérieur, mais marquait l'expérience individuelle. Le temps s'écoulait entre des promenades à l'intérieur du périmètre, des conversations entre connaissances, des jeux de cartes ou des sessions de lecture improvisées. Les prisonniers avec des connaissances en menuiserie, couture ou réparation d'objets mettaient habituellement leurs compétences au service des autres. On réparait des chaises cassées, on ajustait des uniformes usés et on élaborait des objets artisanaux pour occuper le temps. Le contact visuel avec les surveillants était rare. Les tours de guet maintenaient une présence constante, mais les soldats chargés interagissaient rarement avec les détenus. Ce n'est que lorsqu'il y avait des instructions générales ou des urgences que s'établissait un quelconque type de dialogue direct. Dans la majorité des cas, la relation était distante, basée uniquement sur la surveillance. Le climat marquait les activités du jour. Dans les zones chaudes, les exercices physiques se faisaient tôt ou au crépuscule. Dans les endroits froids, on cherchait des espaces intérieurs pour passer le temps. Certains camps avaient de simples poêles et des couvertures supplémentaires étaient distribuées durant l'hiver, bien que le froid continuât de déranger beaucoup. Dans des régions plus tempérées, le plus difficile était de supporter l'humidité ou la chaleur à l'intérieur des baraquements. Les jours se ressemblaient. Le son du clairon, la formation, les tâches programmées et les routines de repos formaient un cycle constant. Le manque de variation faisait que les prisonniers mesurèrent le passage du temps en fonction d'événements petits. L'arrivée du courrier, le début d'une ligue sportive interne ou le changement de saison. Malgré l'environnement limité, surgirent des formes basiques d'organisation culturelle. Dans certains camps, des dates signalées étaient célébrées de manière discrète. Sans grands symboles ni rituels élaborés, on commémorait des anniversaires personnels, des célébrations religieuses ou des fêtes nationales. Ces activités se réalisaient avec permission préalable et sous supervision, toujours en respectant les limites de l'environnement. En pratique, la vie derrière les barbelés s'écoulait entre des tâches répétées, des normes strictes et des moments de loisirs restreints. Il n'existait pas d'horizon clair ni d'indice de quand finirait l'isolement. Les prisonniers passèrent leurs jours à l'intérieur d'un schéma défini, avec des limites visibles et des fonctions délimitées. Bien que l'incertitude persistât, l'environnement imposait un rythme qui, avec le temps, devenait prévisible. Ils mangèrent mieux qu'en Allemagne, le régime que personne n'attendait en captivité. L'alimentation que reçurent les prisonniers allemands dans les campements situés à l'intérieur des États-Unis devint l'un des éléments les plus marquants de leur expérience derrière les barbelés. Le système de provision que gérait l'armée nord-américaine ne fit pas de distinction entre nationalités au moment d'appliquer les standards établis. Grâce à une structure strictement réglementée, les hommes détenus recevaient des menus conçus conformément aux normatives militaires propres du pays hôte. Cela signifiait un accès quotidien à des produits qui manquaient déjà en Europe depuis des années. La viande, le pain blanc,
Les desserts, les fruits, le café et le lait étaient distribués en quantité suffisante pour maintenir l'état physique des détenus, selon ce que considéraient les autorités. Dans de multiples déclarations et registres, des soldats du Troisième Reich exprimèrent de la perplexité face au type d'aliments qu'ils commençaient à recevoir peu après leur arrivée. La majorité d'entre eux avaient supporté des rations diminuées dans le nord de l'Afrique, suivies par des jours ou des semaines de transfert, ce qui rendait le contraste encore plus choquant. Pour beaucoup, ce fut la première fois depuis longtemps qu'ils mangeaient jusqu'à satiété. Le pain de mie moelleux, les portions de viande cuite ou en conserve, les morceaux de fruits entiers et l'accès à du beurre ou des confitures généraient une combinaison de surprise, de scepticisme et de gratitude silencieuse. Certains se méfiaient au début, croyant qu'il s'agissait d'une stratégie pour les désorienter ou les manipuler, bien qu'ils ne tardèrent pas à assumer que ce régime correspondait à la routine ordinaire de ceux qui vivaient dans le pays. Les cuisines des enceintes fonctionnaient comme des unités bien organisées, approvisionnées par des contrats d'État. Le contrôle logistique permettait de livrer des ingrédients frais et transformés à chaque installation sans dépendre des ressources locales. Chaque camp comptait des cuisiniers et du personnel chargé de superviser que les rations fussent distribuées équitablement. Un point de comparaison constante était la situation alimentaire en Allemagne. Les lettres arrivées d'Europe, bien que soumises à la censure, faisaient état d'une pénurie généralisée. Des familles entières survivaient avec des portions réduites, des succédanés artificiels et des aliments rationnés. En revanche, les prisonniers recevaient des portions régulières de protéines, de glucides et de graisses. Beaucoup étaient surpris de constater que, même dans un état d'enfermement, ils pouvaient avoir accès à une nourriture plus variée et nutritive que leurs proches libres de l'autre côté de l'Atlantique. La viande constituait l'un des produits les plus remarquables. En Allemagne, l'accès aux protéines animales était devenu extrêmement limité à mesure que la guerre progressait. Aux États-Unis, cependant, il était habituel de servir fréquemment des plats de bœuf, de porc ou de volaille. Malgré les ajustements provoqués par l'effort de guerre, le pays maintenait une chaîne d'approvisionnement interne capable de nourrir sa population civile et les forces armées, y compris les captifs. Les réactions parmi les prisonniers allaient de la satisfaction contenue au désarroi complet. Pour beaucoup, il était difficile d'assimiler qu'une nation en guerre puisse garantir une nourriture abondante, même à ses ennemis capturés. Le pain aussi provoquait des commentaires. La texture molle, la saveur douce et la couleur blanche des tranches contrastaient avec le pain noir et plus compact auquel ils étaient habitués. Certains le considéraient trop fade ou manquant de goût, bien qu'ils l'acceptaient sans objection majeure. Ils s'habituèrent à le combiner avec des confitures ou du beurre lorsque ceux-ci étaient disponibles. D'autres articles comme des céréales en flocons, du lait pasteurisé ou des fruits en conserve semblaient étranges pour ceux qui venaient d'une culture alimentaire centrée sur des produits moins industrialisés. Néanmoins, en général, l'adaptation fut rapide et sans incident. Quant aux sucreries, leur disponibilité fut l'une des surprises les plus récurrentes. Chocolat, biscuits, tartes et fruits sucrés apparaissaient fréquemment dans les menus, surtout à des dates signalées ou pour remonter le moral des internés. Bien que tous les détenus ne se montraient pas enthousiastes face à ces aliments, la majorité les consommait avec intérêt. Pour ceux qui faisaient face au rationnement depuis des années, ce type de produit représentait une preuve tangible de l'abondance du pays. Les boissons marquaient également une différence. Le café, servi régulièrement, suscitait une combinaison d'enthousiasme et de désarroi. Habitués au café d'orge ou à des versions diluées, beaucoup le trouvaient fort ou amer, bien que préférable aux alternatives qu'ils connaissaient. Le lait, tant liquide qu'en poudre, était aussi offert fréquemment, et même si certains le rejetaient par habitude ou préférence, il finit par faire partie intégrante de la consommation quotidienne dans les camps. Les structures qui permettaient de maintenir ce niveau d'alimentation ne se limitaient pas aux cuisines. Derrière chaque menu existait un réseau de production, de transport et de stockage bien géré. Les routes ferroviaires livraient les produits des centres logistiques à chaque camp, et il existait un enregistrement quotidien de ce qui entrait et sortait des entrepôts. Les inspections sanitaires étaient routinières, et des contrôles de qualité étaient effectués sur les aliments préparés. Bien qu'il y ait eu des plaintes isolées concernant la température, la présentation ou le goût de certains repas, en règle générale, les prisonniers ne souffraient pas de la faim.
L'accès régulier à des repas chauds, variés et en quantité suffisante consolidait une image d'efficacité et de prévisibilité. Ce traitement n'était pas appliqué par générosité spontanée, mais parce que les normes de la Convention de Genève obligeaient les pays signataires à nourrir adéquatement les soldats capturés. Cependant, le respect strict de ces obligations n'était pas toujours observé sur les théâtres de guerre des autres continents. La fidélité des États-Unis à ces accords surprit plus d'un prisonnier, surtout lorsqu'ils comparaient leur expérience avec ce qu'ils savaient des camps de prisonniers allemands ou soviétiques. La différence ne résidait pas seulement dans la quantité, mais aussi dans le système qui assurait que l'approvisionnement ne soit jamais interrompu. La variété des aliments permettait aux cuisiniers d'improviser dans les marges du règlement. Dans certains camps, on adaptait certains plats pour se rapprocher des goûts des prisonniers, tandis que dans d'autres, on maintenait une structure standard pour tous. Bien qu'il ne fût pas possible de répliquer la cuisine allemande traditionnelle, on tentait des combinaisons qui leur étaient familières, comme des ragoûts de pommes de terre ou des soupes de légumes secs. Les cuisines disposaient d'ustensiles industriels, de fours, de réfrigérateurs et de personnel formé, ce qui permettait une production à grande échelle sans perte d'efficacité. La réaction face à ce régime ne se limitait pas au plan physique. Au fil des semaines, de nombreux détenus commencèrent à prendre conscience que ce qu'ils voyaient sur leur plateau faisait partie du quotidien des habitants du pays qui les avait capturés. Cette constatation alimentait, sans intention explicite, une perception sur la puissance économique de l'ennemi. Sans discours ni proclamation, les rations servies 3 fois par jour parlaient tout d'elles-mêmes. Le fait que même les prisonniers reçoivent un traitement alimentaire constant, prévisible et abondant servait de contraste face à la détérioration visible que subissaient leurs familles et compatriotes en Europe. Le contact avec des produits peu connus a également incité la curiosité. Certains prisonniers demandèrent les noms de certains ingrédients, s'enquéraient de l'origine des fruits ou spéculaient sur les processus de production. Bien que tous les aliments n'étaient pas du goût général, la majorité était acceptée sans protester. Seulement en de rares occasions, on a enregistré des épisodes de rejet organisés ou des grèves liées à la nourriture, et ces situations étaient presque toujours liées à des causes étrangères à la qualité du menu. En général, les témoignages recueillis dans les rapports, les journaux personnels ou les déclarations postérieures confirment que l'alimentation reçue dépassait largement les attentes initiales. Même ceux qui se montraient sceptiques ou méfiants au début finissaient par accepter qu'ils vivaient une situation extraordinaire. La nourriture, sans nécessité de propagande ni d'intervention directe, est devenue l'une des preuves les plus irréfutables de la distance matérielle entre les deux mondes. Alors que le conflit continuait en Europe et en Asie, dans les camps américains, la nourriture acquérait une valeur inattendue. Les plateaux arrivaient avec des rations suffisantes, variées et mieux présentées que ce que beaucoup auraient imaginé pour des prisonniers de guerre. Pour certains, c'était la première fois depuis des années qu'ils pouvaient manger sans craindre la pénurie immédiate. Ce geste quotidien calmait la faim, mais déconcertait aussi. Il était difficile d'assimiler que, même en captivité, il était possible de recevoir plus d'aliments que de nombreuses familles en Allemagne. Rééduquer l'ennemi, la guerre des idées. Dès l'instant où les autorités américaines commencèrent à recevoir un grand nombre de prisonniers allemands sur leur territoire, surgit une préoccupation qui allait au-delà de la surveillance physique ou de la gestion de leur camp. La direction politique et militaire à Washington y vit une opportunité. Si ces soldats, formés majoritairement sous des années de propagande nationale-socialiste, étaient exposés à d'autres cadres de pensée, ils pourraient peut-être retourner en Europe avec une mentalité différente. Avec cette idée, des initiatives éducatives furent conçues au sein des enceintes où ils étaient détenus. L'objectif général ne se limitait pas à neutraliser de possibles menaces internes ou à éviter des tensions idéologiques. Il s'agissait de faciliter, par des méthodes structurées, le contact direct des prisonniers avec les valeurs politiques et sociales des États-Unis. Pour certains secteurs du gouvernement, l'effort offrait également une voie pour essayer des stratégies de reconstruction culturelle dans une Allemagne post-belligérante. Contrairement à la surveillance militaire conventionnelle, cela exigeait une planification pédagogique, une sélection minutieuse des contenus et une infrastructure adaptée pour former les détenus sans violer les normes internationales sur le traitement des captifs. L'un des axes principaux du programme fut la création de centres spécialisés au sein de certains camps.
Ces espaces n'étaient pas ouverts à n'importe quel prisonnier. Seuls étaient admis ceux qui montraient une prédisposition à participer volontairement à des activités intellectuelles et dont l'historique disciplinaire n'incluait pas d'incidents récents. Les entretiens de sélection étaient menés par des officiers formés en sciences sociales, beaucoup d'entre eux bilingues, qui cherchaient à identifier des signes d'ouverture au changement, au-delà du niveau d'instruction préalable de l'individu. Une fois acceptés, les prisonniers avaient accès à un calendrier régulier de sessions d'information et de cycles de lecture. Les cours étaient dispensés par des enseignants civils, en majorité des professeurs d'université, qui collaboraient de façon temporaire avec l'armée. On privilégiait des thématiques liées au système parlementaire, à la division des pouvoirs, aux notions de base des constitutions modernes et au fonctionnement des médias de communication libre. Dans les salles de classe, on respectait une structure avec des horaires fixes, des listes de présence et des matériaux imprimés préparés spécialement pour ce contexte. En plus des cours, chacun de ces centres disposait d'une bibliothèque. Le catalogue incluait des livres traduits en allemand qui abordaient l'histoire contemporaine, l'économie de marché, la littérature universelle et des biographies de personnages influents dans les démocraties occidentales. L'accès au matériel était contrôlé, mais aucun titre obligatoire n'était imposé. Les détenus pouvaient emprunter les livres pendant plusieurs heures et, dans certains cas, demander des copies pour étudier dans leur baraquement. La gestion des volumes était la responsabilité d'autres prisonniers préalablement formés comme bibliothécaires internes. Un autre outil clé fut l'incorporation de bulletins d'information élaborés en allemand, distribués régulièrement dans différents camps. Ces brochures, approuvées par le Bureau de guerre psychologique, incluaient des articles sur des événements internationaux, des analyses du conflit sous une optique non nationaliste et des entretiens édités avec des Allemands exilés ou des figures publiques critiques du régime nazi. Bien que tous les captifs ne montraient pas d'intérêt pour ces textes, les autorités notèrent une augmentation soutenue de leur lecture, spécialement parmi ceux qui avaient participé aux programmes éducatifs formels. En parallèle, des forums de discussion modérés par des instructeurs furent organisés. Lors de ces réunions, de petits groupes de prisonniers débattèrent de sujets préalablement sélectionnés. Le format consistait en de brèves expositions suivies d'échanges verbaux contrôlés, où l'expression argumentative était encouragée, sans agressivité ni imposition. Certaines de ces rencontres dérivaient en exercices d'écriture, où les participants devaient synthétiser leurs idées par écrit, ce qui servait aussi à évaluer leur compréhension des concepts présentés. À mesure que le programme avançait, des différences d'attitude surgirent entre les prisonniers. Une partie significative maintenait une posture défensive ou sceptique face aux propositions. Cependant, un autre secteur plus réceptif commença à montrer des changements de ton dans ses conversations quotidiennes, une plus grande disposition à collaborer aux tâches internes et un intérêt croissant pour comprendre le modèle social nord-américain. Ces indices furent consignés dans des rapports périodiques élaborés par les superviseurs civils du programme. Le suivi des résultats incluait des questionnaires anonymes, des entretiens de suivi et l'observation directe des comportements à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Bien que les chiffres ne montraient pas de transformations immédiates dans tous les cas, ils reflétèrent bien un changement progressif dans certains schémas de pensée. La lecture de la presse internationale en allemand et l'utilisation d'arguments plus élaborés dans les discussions étaient considérés comme des signes de progrès. Dans certains centres, des stations d'écoute furent aménagées avec des radios configurées pour capter des transmissions en allemand depuis des émetteurs étrangers. Ces sessions étaient contrôlées et se réalisaient en petits groupes, accompagnés de commentaires guidés pour faciliter la compréhension. Grâce à elles, les prisonniers pouvaient accéder à des versions du conflit différentes de celles diffusées par la propagande du régime qu'ils avaient servi. Ce contact avec d'autres approches renforçait en partie la fonction pédagogique du programme général. On enregistra également des tentatives de reproduire, au sein du camp, des pratiques communes dans les systèmes démocratiques. Des comités internes furent formés avec des fonctions limitées, comme l'organisation d'événements sportifs, la coordination des tâches volontaires ou la supervision des rotations à la bibliothèque. Bien que leurs attributions fussent restreintes, elles permettaient à certains détenus de mettre en pratique des formes de base d'organisation collective et de responsabilité partagée, sans hiérarchie militaire rigide. Les autorités militaires américaines maintenaient un contrôle strict sur l'évolution du programme.
Aucun contenu qui pourrait être interprété comme de la propagande directe n'était permis et aucune manifestation publique en faveur de figures politiques concrètes n'était acceptée. L'approche restait dans les limites de l'échange culturel et de la présentation d'alternatives idéologiques, sans coercition ni imposition explicite. La neutralité était un des principes clés pour éviter des tensions avec d'autres instances internationales ou avec le commandement militaire lui-même. Le programme, qui se développa principalement entre 1944 et 1945, eut différents degrés de mise en œuvre selon la région et le nombre de captifs. Tous les camps ne disposaient pas de centres éducatifs et tous les prisonniers ne furent pas exposés à ces initiatives. Cependant, les résultats obtenus dans les endroits où il fut appliqué permirent aux responsables de la conception d'extraire des conclusions utiles pour des plans ultérieurs de reconstruction culturelle en Europe. Usines qui ne s'arrêtaient jamais quand ils virent de quoi l'Amérique était capable. Quand les soldats allemands furent transférés dans des installations industrielles au sein du territoire américain, ils se trouvèrent immergés dans un environnement de production de masse qui dépassait toute référence antérieure. Ce qui attirait le plus leur attention n'était pas la taille des bâtiments, mais le rythme constant et calculé du travail industriel. Du mouvement synchronisé des matériaux à la coordination précise des opérateurs, tout semblait répondre à une logique implacable d'efficacité technique. Ce n'était pas seulement une usine, c'était un système parfaitement huilé, où chaque phase du processus remplissait une fonction mesurable et contrôlée. Une des usines qui surprenait le plus les observateurs était l'usine de Willow Run, construite pour assembler des avions militaires dans un environnement adapté au modèle de travail à la chaîne. Il s'agissait d'une structure conçue pour accélérer la production de bombardiers B-24 avec une logique qui combinait ingénierie, efficacité et optimisation du temps. Cette usine n'était pas un agrandissement d'une installation antérieure, mais une construction spécifique qui répondait à l'objectif de fabriquer en masse avec une régularité qui défiait toute comparaison avec l'industrie européenne de l'époque. Willow Run occupait un terrain de centaines d'hectares. Chaque section du complexe avait un objectif clair. Les matières premières arrivèrent par une extrémité, étaient traitées, coupées, moulées et assemblées dans une séquence continue jusqu'à ce que les avions sortent prêts à voler. L'utilisation d'outils standardisés, la disposition des opérateurs en ligne parfaitement définie et la supervision constante du temps de travail créaient un rythme soutenu qui s'arrêtait à peine. L'environnement de Détroit servait d'exemple généralisé de ce qui se vivait dans de nombreuses villes industrielles des États-Unis. Les rues étaient pleines de véhicules qui n'étaient pas seulement des automobiles personnelles. On voyait aussi des camions de transport, des fourgonnettes de livraison, des autobus et des unités militaires. Le bruit des moteurs, des marteaux, des grues et des chaînes s'entendait à toute heure. L'acier, le caoutchouc, l'électricité et la vapeur faisaient partie du quotidien. La production couvrait de multiples secteurs, où participaient des milliers de personnes, des ingénieurs aux opérateurs, conducteurs, superviseurs et techniciens de maintenance. L'entreprise Ford, l'une des plus visibles dans ce schéma, avait modifié ses lignes d'assemblage pour les adapter à la demande de guerre. Bien que son nom ait été lié pendant des décennies au développement des automobiles, pendant cette période, chaque section de la compagnie s'orienta vers une fonction distincte: fabrication de pièces mécaniques, assemblage de composants aéronautiques, vérification de systèmes électriques, essais de moteurs ou ajustement de carrosserie spéciale. Le résultat était une séquence de tâches enchaînées qui permettait d'obtenir des produits terminés en un temps réduit. La standardisation des procédures était un autre élément qui attirait l'attention. Chaque travailleur savait exactement quoi faire, à quel moment et avec quels outils. Il n'était pas nécessaire d'improviser ou d'attendre des instructions constantes. Les tâches étaient divisées par spécialité et par calendrier, et tout retard pouvait être détecté et corrigé rapidement. Cette logique était maintenue dans les usines d'aviation, les manufactures de munitions, les trains de réparation ou les zones portuaires. En plus de la production, la logistique avait une structure solide. Les pièces étaient transportées entre les villes par des trains de fret, des camions articulés ou des navires de grand tonnage. Les dépôts fonctionnaient comme des nœuds d'échange où les pièces étaient temporairement stockées avant d'être envoyées à leur destination finale. Ce réseau facilitait la production et garantissait un flux constant d'intrants, ce qui permettait de maintenir le rythme sans interruption.
À plus d'une occasion, certains groupes de prisonniers ont été conduits par des zones proches de complexes industriels dans le cadre du processus logistique. Au cours de ces transferts, ils ont observé directement l'étendue et l'échelle des installations. Les constructions s'alignaient sans interruption, avec des hangars métalliques, des toits élevés, des accès larges, des stations de chargement et des plateformes organisées. L'environnement transmettait une sensation de solidité structurelle et de planification détaillée, très différente de celle dont ils se souvenaient de leurs propres villes industrielles. Un autre aspect qui se démarquait était le nombre de personnes impliquées. L'effort de production ne reposait pas sur une élite technique, mais incluait une grande quantité de citoyens. Hommes et femmes, jeunes et adultes, remplissaient des fonctions en différents roulements. Certains opéraient des machines lourdes, d'autres contrôlaient l'entrée et la sortie des matériaux, tandis que d'autres se consacraient à l'inspection des produits finaux. Cette participation collective au système de production montrait un modèle qui priorisait la continuité et la capacité de réponse. La relation entre vitesse et volume s'avérait également difficile à saisir. En l'espace de 24 heures, de multiples unités d'un même modèle pouvaient être assemblées, ce qui, dans d'autres contextes, pouvait prendre des semaines. La planification détaillée, la disponibilité des ressources et la division technique du travail permettaient au processus d'avancer avec une régularité prévisible. Les trains étaient un autre composant essentiel de cet engrenage. Ils ne servirent pas seulement à transporter des biens, ils étaient également utilisés pour mobiliser des personnes, coordonner des livraisons et approvisionner des points stratégiques. Le système ferroviaire était composé de locomotives modernes, de wagons spécialisés, de gares intermédiaires et de routes bien entretenues. La ponctualité, la sécurité et la capacité de charge étaient des variables prises en compte de manière rigoureuse. Pour ceux qui venaient de régions où l'infrastructure avait été détruite ou négligée, ce niveau d'opérabilité était inédit. À certains endroits, il était possible d'observer des usines de munitions fonctionnant sans répit, des usines de véhicules militaires en pleine activité ou des centres d'assemblage d'artillerie lourde. Chacun de ces espaces disposait d'outils précis, de systèmes de contrôle et d'opérateurs qualifiés. La supervision technique, le contrôle de la qualité et l'optimisation des ressources faisaient partie du processus habituel. On n'observait pas de zones vides ni de ressources gaspillées. Chaque section remplissait un objectif mesuré. On remarquait également une connexion constante entre l'industrie et la communication. Les usines étaient reliées par des lignes téléphoniques, des télégrammes ou des dépêches écrites. Tout changement dans les commandes ou les délais pouvait être transmis en temps réel, et les décisions étaient ajustées immédiatement. Cette fluidité dans la transmission de l'information permettait de corriger les erreurs, d'anticiper les besoins et de réorganiser les processus sans délai. Cette interaction renforçait l'efficacité du système. Dans certaines zones urbaines, les complexes industriels s'étendaient sur plusieurs kilomètres, avec des zones d'accès restreints, des stations d'inspection, des barrières métalliques et des chemins internes. Les activités comprenaient l'entretien des véhicules, la vérification de l'armement, des tests de résistance ou l'installation de systèmes auxiliaires. Tout cela faisait partie d'un cycle continu qui maintenait le pays en mouvement. Du point de vue des observateurs forcés, cet enchevêtrement de structures, de ressources et de personnes fonctionnant en continu marquait une différence incontournable par rapport à ce qu'ils connaissaient. Dans leur ville d'origine, de nombreuses usines gisaient en ruine, d'autres survivaient avec des opérateurs dispersés et des équipes irrégulières, débordées par la pénurie de matériaux et de personnel. Ici, en revanche, chaque engrenage semblait occuper sa place. La comparaison n'était pas imaginaire, elle naissait de ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux, sans besoin de traduction ni de discours. L'exemple de l'usine Ford était fréquemment mentionné, bien qu'il ne fût pas exclusif. Plusieurs entreprises, grandes et moyennes, s'étaient adaptées aux exigences du conflit. Certaines fabriquaient des véhicules lourds, d'autres produisaient des équipements de communication ou des uniformes, et d'autres assemblèrent des pièces destinées à des navires ou des avions. Chaque compagnie s'insérait dans un réseau plus vaste qui répondait à des objectifs définis par le gouvernement et les hauts commandements de l'armée. Ce niveau de coordination était visible à toutes les étapes du processus. Ils sont revenus différents, ce qu'ils avaient en tête les prisonniers rapatriés. À la fin du conflit, les gouvernements alliés commencèrent à définir les procédures pour rendre les prisonniers allemands qui se trouvaient sur le territoire états-unien.
le rapatriement de dizaines de milliers de soldats exigeait une logistique détaillée et une planification prolongée. Les premiers groupes furent sélectionnés selon des critères spécifiques qui considéraient tant l'ancienneté de leur capture que leur état de santé. Ceux qui avaient à montrer une conduite collaborative durant leur séjour furent placés sur les listes initiales. Les transferts vers l'Europe se réalisèrent par étapes. Les prisonniers étaient transportés jusqu'à des ports sur la côte Est, où ils attendaient l'embarquement vers différents points du continent. Les trajets étaient longs, et les conditions variaient, selon le moment et la capacité de chaque embarcation. En arrivant en Europe, tous n'étaient pas envoyés directement vers leur région d'origine. Beaucoup passaient par des centres de transit où leur identité était vérifiée et leurs antécédents évalués. Durant le voyage de retour, les commentaires sur ce qui avait été vécu aux États-Unis étaient fréquents. Certains discutèrent des installations qu'ils avaient connues, d'autres se rappelaient des conversations, des sessions éducatives ou même des débats auxquels ils avaient participé. L'expérience avait été différente de ce qu'ils imaginaient en étant capturés. Les descriptions qu'ils partageaient reflétaient un mélange de surprise, de distanciation et d'une certaine forme de respect pour l'environnement dans lequel ils étaient restés pendant des années. L'impact le plus notoire se produisit une fois qu'ils posèrent le pied sur le sol allemand. Ce qu'ils trouvèrent était différent de ce qu'ils avaient laissé derrière. Beaucoup de villes étaient partiellement détruites, l'infrastructure se trouvait détériorée et l'activité économique commençait à peine à se réorganiser. Les liens familiaux s'étaient altérés et les valeurs qui régissaient auparavant leur société étaient en révision. Dans ce nouveau contexte, les ex-prisonniers arrivaient avec une perception formée dans des environnements étrangers. Un des aspects les plus commentés au retour était la façon dont on vivait à l'intérieur des camps. Certains parlèrent d'espaces où ils pouvaient lire, d'autres se souvenaient de moments précis liés à certaines activités ou dynamiques internes. Chaque récit avait son propre ton. Il y avait ceux qui le mentionnaient comme une routine de plus et d'autres qui le décrivaient avec plus de détails. En tout cas, ces commentaires commençaient à éveiller la curiosité de ceux qui les entendaient pour la première fois. Dans les zones rurales, où l'information extérieure arrivait lentement, ces témoignages acquéraient un poids plus important. La figure du prisonnier rapatrié commença à occuper une place particulière. Il ne s'agissait pas seulement de quelqu'un qui revenait, mais d'une personne qui avait été exposée à une autre forme d'organisation de la vie collective. Bien que beaucoup évitaient d'émettre des jugements, la seule description de leur routine suscitait des comparaisons silencieuses avec l'environnement dans lequel ils vivaient désormais. Un nombre réduit participa à des activités liées à la reconstruction institutionnelle. Certains furent affectés au registre civil, d'autres se joignirent à des tâches locales d'assistance et d'organisation communautaire. Dans ces fonctions, l'élément central n'était pas de reproduire ce qui avait été appris en captivité, mais de répondre aux urgences immédiates des villages et des villes endommagées par la guerre. L'expérience antérieure dans les camps états-uniens se reflétait seulement de manière indirecte, dans la façon de proposer des solutions pratiques ou dans la disposition à collaborer avec un ordre civil qui avait besoin d'être reconstruit à partir de la base. Les autorités d'occupation alliées observèrent ce phénomène avec intérêt. Des rapports élaborés par différents services enregistraient l'attitude des ex-prisonniers à leur retour, leur niveau de participation sociale et les contenus qu'ils partageaient dans leur milieu. Un groupe d'anciens combattants fut identifié qui, sans adopter une posture politique ouverte, encourageait des formes de coexistence plus structurées. Cela n'impliquait pas une transformation complète, mais montrait une disposition à adopter certaines pratiques vues à l'étranger. Avec le passage du temps, le souvenir de leur séjour dans les camps passa à faire partie de la mémoire familiale. Dans certaines maisons, des anecdotes étaient mentionnées, liées aux tâches qu'ils réalisaient, aux langues qu'ils entendaient, ou aux programmes d'information qu'ils syntonisaient. Dans d'autres, le silence prédominait. Tous ne voulurent pas se souvenir de cette étape. Cependant, même dans ces cas, le passage par les États-Unis laissa des traces dans la façon dont ils interprétaient la réalité postérieure. Dans les institutions éducatives et culturelles, certains ex-prisonniers offrirent des conférences ou participèrent à des activités qui cherchaient à reconstruire le passé récent. Ils n'étaient pas des orateurs fréquents, mais leur présence était considérée comme précieuse. Le témoignage de ceux qui avaient vécu dans un environnement contrôlé par une puissance étrangère s'avérait pertinent pour comprendre les changements de l'après-guerre.
Leurs récits permettaient de contraster les narrations locales avec des expériences directes. Le processus d'adaptation ne fut pas uniforme. Il y eut ceux qui s'intégrèrent rapidement, reprirent d'anciens métiers et maintinrent un profil bas. D'autres firent face à des difficultés, que ce soit en raison des conditions économiques ou de la perception sociale concernant leur passé. Dans certains cas, ils étaient questionnés pour avoir passé plusieurs années dans un environnement avec des conditions différentes, comme si cela les rendait moins proches des expériences communes du reste de la population. Malgré tout, la majorité réussit à trouver une place à partir de laquelle reconstruire leurs liens. Les archives officielles conservent de la correspondance, des rapports et des entretiens qui documentent cette étape. Certains témoignages soulignent le contraste entre l'organisation des espaces publics aux États-Unis et la situation qu'ils affrontaient à leur retour. Des aspects sont mentionnés tels que la ponctualité des services, la maintenance des infrastructures ou l'accès aux produits culturels. Ces comparaisons n'étaient pas toujours favorables à leur pays d'origine, bien qu'elles fussent formulées avec un langage prudent. La transformation la plus profonde ne se limita pas à des aspects externes. Pour beaucoup, la permanence dans un autre pays pendant une période si prolongée modifia la manière de se relier aux autres, d'interpréter le rôle de l'autorité ou de comprendre la valeur de certains droits. Ces idées n'étaient pas toujours exprimées de manière ouverte, mais se manifestaient dans de petites décisions, des gestes ou des commentaires. Avec le passage des années, les prisonniers rapatriés cessèrent d'être une catégorie différenciée. Ils s'intégrèrent dans la vie quotidienne, formèrent des familles, travaillèrent dans différents secteurs et participèrent à la reconstruction du pays. Leurs expériences passèrent à faire partie de l'histoire privée de chaque communauté. Cependant, dans des études postérieures, plusieurs chercheurs signalèrent que l'exposition prolongée à une autre culture avait contribué à élargir le regard d'un segment de la population. Dans les registres d'historiens et de sociologues, cette influence n'apparaît pas comme un élément central, mais sa présence est reconnue. On parle d'une forme particulière d'observer ce qui est public, d'un intérêt pour le fonctionnement des institutions et d'une tendance à résoudre les désaccords par le dialogue. Ces caractéristiques, selon quelques auteurs, furent renforcées par le passage de 1000 de soldats allemands par des centres de détention à l'étranger. Bien que le rapatriement ait marqué la fin formelle de leurs conditions de prisonniers, le souvenir de cette étape s'est maintenu sous différentes formes, dans des lettres conservées par leurs descendants, dans des notes écrites sur des cahiers personnels ou dans des conversations sporadiques avec des voisins. Il ne s'agissait pas de revivre le passé, mais d'enregistrer que pendant plusieurs années, une partie de leur formation en tant qu'adultes s'était déroulée loin de leur pays, dans des conditions contrôlées mais aussi inattendues. Le retour fut également un point de départ. Il permit de commencer à reconstruire ce qui était perdu et, en même temps, d'introduire dans leur entourage certaines idées qui, bien que n'ayant pas réussi à s'imposer, commencèrent à circuler de manière discrète. La mémoire de leur passage aux États-Unis ne fut ni uniforme ni toujours positive, mais elle contribua à délimiter l'une des nombreuses couches de l'après-guerre allemande. Dans cet espace intermédiaire entre la défaite et la reconstruction, l'expérience accumulée en captivité trouva des moyens de se manifester, sans discours ni proclamation, mais avec des effets visibles dans le temps.